Merci de me donner l'opportunité de présenter ce travail qu'on a réalisé donc, en collaboration avec le Laboratoire national de référence de la tuberculose bovine. Et donc, moi, je vais vous parler de bovins, de blaireaux et de sangliers et de leur rôle respectif dans la circulation de Mycobacterium bovis. Voilà. Donc, la tuberculose bovine, c'est une maladie qui est causée par Mycobacterium bovis. Et comme son nom l'indique, elle va infecter les bovins, mais pas que. Et donc ça, c'est pour les espèces qu'on retrouve infectées en France. Donc en France, il y a également, de façon plus anecdotique, des porcs, des caprins, ou encore des chats et des chevaux qui sont infectés. Et surtout, il y a pas mal d'espèces de la faune sauvage qu'on retrouve également infectées, parmi lesquelles le blaireau, et donc c'est une espèce pour laquelle l'infection a beaucoup été décrite, en particulier en Grande-Bretagne, ce qui a posé un gros problème. Mais on en retrouve également en France chez des cervidés, chez des sangliers, et plus récemment, ça a été également mis en évidence chez les renards. C'est une maladie qui se transmet par voie aérienne principalement, mais qui peut aussi se transmettre par d'autres voies, en particulier via la contamination de l'environnement. Et une des particularités de cette maladie, c'est qu'elle est très, très, très lente, donc aussi bien dans son expression clinique que dans l'évolution du pathogène. Et ce qui fait que le plus souvent, en fait, elle va être asymptomatique. Donc, son impact ne va pas tant être sanitaire que plus économique, lié aux pertes qui vont avoir lieu, donc aussi bien pour les pays avec les restrictions de mouvement d'animaux et de produits dérivés, et aussi pour les éleveurs, puisqu'il peut y avoir un abattage partiel ou total de leur cheptel. Et c'est une maladie qui a également un impact sanitaire, puisque même si ça reste anecdotique, elle peut être transmise à l'homme également. Du fait que la maladie circule aussi bien dans la faune sauvage que dans la faune domestique, il y a 2 programmes de surveillance différents, et leur objectif commun est d'éradiquer la tuberculose, mais seulement chez les bovins. Et donc, c'est des programmes de surveillance qui sont un peu compliqués et qui vont être en fait de plus en plus poussés, plus on est dans des zones où il y a plus il y a des foyers qui ont été détectés. Donc, on a des programmes donc, à l'échelle nationale avec de la surveillance événementielle dans les 2 types d'espèces. Donc, ça va être principalement de l'inspection post-mortem, donc que ce soit à l'abattoir pour les bovins ou pour les animaux qui ont été retrouvés morts, par exemple les blaireaux au bord de la route ou à la chasse. Et puis ensuite, donc, le niveau de pression de surveillance va augmenter donc, dans les départements dans lesquels des foyers ont été détectés, et encore plus donc, dans les communes où on va avoir un dépistage annuel, par exemple, pour les bovins. Et pour la faune sauvage, on va faire cette fois-ci un dépistage systématique avec test PCR. Et on va aller piéger les blaireaux et prélever les sangliers, justement pour essayer de contrôler ces populations. Donc, ces programmes de surveillance, donc, en plus du fait d'aider à contrôler la maladie, ça nous permet d'avoir une idée de la situation épidémiologique en France et comment elle évolue. Et on voit que, en particulier, le programme de surveillance dans la faune domestique qui a été mis en place dès les années 60 a entraîné une baisse de la prévalence très importante, et ce qui a permis d'atteindre un statut indemne en 2001. Toutefois, on voit que depuis 2004, on a une augmentation de la prévalence et que donc notre statut indemne est en danger. Mais cette situation, en fait, elle est loin d'être homogène, et on voit donc au niveau de l'ensemble du pays, il y a des zones pourtant dans lesquelles il y a beaucoup d'élevage bovin, comme la Bretagne, où il n'y a pas du tout de cas. Et on va retrouver donc les foyers dans 4 zones principalement, donc en Nouvelle-Aquitaine, et après en Normandie, en Côte d'Or et en Corse. Et encore une fois, ces différents foyers, en fait, ces différentes zones où il y a des foyers, on va leur retrouver à chaque fois un profil génétique qui va être spécifique à chaque localisation. Et donc, nous, on a décidé de s'intéresser au complexe clonal European 3, parce que déjà, c'est celui qui est le plus représenté en France. Donc, c'est celui, alors il change de nom régulièrement, c'est celui qui s'appelle SBS 0120 ici, principalement. Et c'est celui qu'on va retrouver, donc, qui est représenté par les losanges, je ne sais pas si vous pouvez les voir, c'est cette colonne-là. Donc, on les retrouve principalement ici en Dordogne, Haute-Vienne, Charente et un petit peu Charente-Maritime, et en Côte d'Or. On en retrouve également un petit peu en Corse, et puis de façon plus anecdotique, on en a retrouvé dans un ranch qui élevait des animaux pour du rodéo. Pourquoi pas.
Donc, nous, notre objectif dans ce travail, c'était donc d'essayer de comprendre un peu mieux le rôle des différentes espèces dans la circulation de Mycobacterium bovis. Et donc, on s'est basé sur 2 zones d'études qu'on a définies, une en Dordogne Haute-Vienne et une en Côte d'Or. Donc, ensuite, on a utilisé un modèle d'évolution bayésien pour inférer en particulier les espèces hôtes des ancêtres et pour quantifier les transitions justement entre les différentes espèces. Donc, les données qu'on a collectées, donc on s'est basé sur les foyers qui ont été déclarés à la Direction générale de l'alimentation, à partir de 2009 pour la Côte d'Or et de 2010 pour la Dordogne Haute-Vienne. Donc, on a pris ces dates parce que c'est le moment à partir duquel les programmes de surveillance dans la faune sauvage ont été mis en place dans ces 2 régions. Pour les bovins, donc, on a pris donc, tous les foyers des zones qu'on a définies et on a pris un maximum de 3 échantillons par exploitation et par foyer détecté. Parce que si une exploitation avait été infectée plusieurs fois consécutivement, on pouvait l'inclure plusieurs fois. Et à chaque fois, pour les bovins, donc on a récupéré les dates d'abattage, le numéro d'exploitation, ce qui nous permet de récupérer la commune dans laquelle elle est enregistrée, et également les pâtures, parce que une même exploitation peut avoir plusieurs pâtures dans plusieurs communes. Pour la faune sauvage, on a pris tous les échantillons qui étaient disponibles, et on a récupéré également la date de mort et la commune, donc fournie par le réseau de surveillance Cibatube, et évidemment l'espèce. Donc, du fait de notre sélection d'échantillons, mais surtout des programmes de surveillance, on sait à l'avance qu'on va avoir un biais d'échantillonnage parce que, comme l'a mentionné Claire, plutôt très difficile de surveiller dans la faune sauvage et on ne peut pas avoir une surveillance exhaustive, alors que pour les bovins, c'est beaucoup plus facile. Donc, les zones d'études qu'on a délimitées, donc, je vous dis, il y en a une en Côte d'Or et une en Dordogne Haute-Vienne. Donc, on les a définies à partir des communes qui contiennent des pâtures qui ont des bovins qui sont infectés, ou un animal de la faune sauvage qui a été infecté sur ces communes. Et on les a choisis de manière à ce qu'elles soient le plus compactes possible, c'est-à-dire à minimiser le ratio entre la surface et le périmètre, et le mieux délimité possible pour qu'elles soient le plus isolées, qu'on ait un système plus isolé, quoi. Donc au final, on a eu la zone en Côte d'Or, qui est en jaune ici, qui comprend 38 communes et fait à peu près 500 km², et une zone beaucoup plus importante en Dordogne Haute-Vienne, de 76 communes et un peu plus de 1500 km². Donc, toutes les souches qui ont été collectées dans ces 2 zones d'études, elles ont été envoyées au laboratoire national de référence pour être mises en culture. Et une fois qu'elles ont poussé, on les a envoyées à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière pour séquençage. Elles sont revenues au laboratoire national de référence où elles ont été alignées et on a identifié les SNPs. Donc, la souche de référence pour aligner pour faire l'alignement, c'est une souche qui a été isolée en Côte d'Or dans les années 90. Et après, on avait plusieurs critères pour identifier les SNPs, de manière à ce qu'ils soient non ambigus, bien définis et dans des zones d'intérêt. En ce qui concerne la modélisation bayésienne, donc on a tout fait avec BIS2. Voilà, ça s'est fait. Et comme on sait qu'on a un biais d'échantillonnage, on le sait à l'avance, on a décidé d'utiliser un modèle coalescent structuré, puisque c'est ce qui nous permettra d'avoir un minimum d'impact de ce type de biais. Et on a utilisé l'approximation marginale qui est implémentée dans le package Mascot. Toujours au sein de ce même package, on a décidé d'utiliser la procédure BSSBS pour déterminer les taux de migration qui étaient les plus importants en fait, pour expliquer notre modèle. Et on a calculé après les facteurs de Bayes pour tous ces paramètres de migration. Pour les modèles de substitution et d'horloge, on n'est pas parti avec une idée préconçue. Et donc, on a testé les modèles de substitution et d'horloge 2 à 2 en se basant sur le facteur de Bayes, donc qui représente le ratio des vraisemblances marginales, elle-même calculée par nested sampling. Voilà, au final, on a fait 200 millions d'itérations et on a échantillonné les 20 000 itérations et on a fait un barème de 10%, c'est classique. Et pour s'assurer évidemment que notre modèle avait bien convergé, on s'assurait qu'on avait bien des distributions stationnaires et des ESS supérieures à 200 pour tous les paramètres. Et pour finir, on a résumé l'information qu'on avait dans tous les arbres postérieurs par un arbre de maximum de crédibilité de classe. Pour les transitions interespèces et pour les quantifier, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a sous-échantillonné 1000 arbres postérieurs. Et pour chacun des nœuds ancestraux,
on a défini l'espèce hôte si la probabilité que ce soit cette hôte-là était supérieure à 90%. Sinon, on a considéré que l'hôte était inconnu. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a énuméré pour chaque arbre et pour chaque année le nombre de transitions pour les différents types de transitions qui sont présentés ici sur la figure. Et on a considéré que si c'était le même hôte qui était dans le nœud parent et dans le nœud descendant, c'était une persistance, ce qui ne veut pas forcément dire que ça reste dans le même individu. Il peut y avoir plusieurs événements de transmission, possiblement au sein de cette population. Par exemple, ici, on voit les blaireaux. Et c'est juste qu'en fait, on considère que c'est resté dans une population de blaireaux. Et voilà. Et donc ici, on voit ici, par exemple, pour les transitions de type inconnu, donc on a considéré que c'était inconnu à chaque fois qu'un lien allait vers ou provenait de un nœud qui était défini comme inconnu. Donc, je l'ai dit qu'on s'est intéressé aux blaireaux, aux sangliers et aux bovins, mais en fait, dans nos zones d'études, il y a eu d'autres espèces qui ont été échantillonnées, mais on les a exclues parce qu'on avait des effectifs qui étaient trop faibles. Donc, on a eu des cervidés et des renards. Et donc, au final, on a eu 219 échantillons qui ont été collectés en Dordogne-Haute-Vienne entre 2010 et 2017, principalement chez des bovins, comme on peut voir sur la figure. Et en particulier en 2010, on a eu beaucoup de 2017, pardon, on a eu beaucoup d'échantillons qui ont été collectés chez les bovins. Et par contre, pour la Côte d'Or, on a eu un petit peu moins d'échantillons, mais qui sont mieux équilibrés en fait entre faune sauvage et faune domestique. Pour l'inférence bayésienne, donc notre sélection de modèles nous a donné le même modèle pour les deux zones d'études indépendamment, donc un modèle HKY avec des horloges log normales dans les deux zones d'études. Et on a obtenu des taux de substitution, par contre, qui étaient significativement différents entre la Dordogne-Haute-Vienne, qui était le plus élevé, et la Côte d'Or. Enfin, les tailles de population effectives, dans les deux zones, elles suivaient le même ordre, c'est-à-dire elle était la plus importante pour les blaireaux, puis les bovins, puis les sangliers. En ce qui concerne le MRCA, donc pour la Dordogne-Haute-Vienne, on voit qu'il est beaucoup plus ancien, alors que c'est la zone pour laquelle on a les souches les plus récentes. Et la probabilité, il était plus probable qu'il ait circulé au sein de la faune sauvage, sans toutefois qu'on puisse faire la différence entre sanglier et blaireau. Et pour la Côte d'Or, donc on a un autre qui est un peu plus récent, et cette fois-ci, le blaireau semble mis hors de cause. Et par contre, on n'a pas pu différencier entre sanglier et bovin. Donc là, on a nos arbres consensus qui sont représentés. Donc pour chacun des nœuds qui avait une probabilité postérieure supérieure à 0,90, on a représenté en fait la probabilité que ce nœud ait circulé dans les différentes espèces hôtes. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'en Dordogne-Haute-Vienne, jusqu'à assez récemment, on a des nœuds qui sont quasiment tous dans la faune sauvage, donc en bleu pour les blaireaux et en rouge pour les sangliers, alors que la situation est beaucoup plus contrastée en Côte d'Or. Et on a certains clades ici pour lesquels on a une origine plus probablement chez un blaireau, ou encore chez un bovin, ou encore chez un sanglier. Enfin, c'est beaucoup plus variable en fait, comme situation. Si on s'intéresse maintenant à nos taux de migration, donc là c'est la distribution de tous les taux de migration pour les deux zones, donc en bleu pour la Côte d'Or et en jaune pour la Dordogne-Haute-Vienne. Donc globalement, on voit qu'on a des distributions qui se ressemblent entre les deux zones, avec principalement les taux les plus importants qui sont observés pour les transitions de blaireau à sanglier, de sanglier à bovin et de bovin à blaireau. Et la distribution qui semble plus différente visuellement, c'est celle de blaireau à bovin, puisqu'on a une distribution qui est plus importante en Dordogne-Haute-Vienne qu'en Côte d'Or. Pour essayer de représenter ça sur un graphique en incluant cette fois-ci les facteurs de Bayes, donc ils vont représenter le niveau de preuve que l'on a pour chacun de ces taux de migration. Donc en Côte d'Or, on semble avoir un cycle avec une transmission du bovin au blaireau, au sanglier, avec un retour au bovin, avec un niveau de preuve qui est de bon à satisfaisant. Pour la Dordogne-Haute-Vienne, la situation est un peu plus... pour la Dordogne-Haute-Vienne, la situation est un peu plus compliquée puisqu'on a un très bon niveau de preuve pour la migration de sanglier à bovin et qui est plus mitigé en fait pour le rôle du blaireau. Et le blaireau, on ne sait pas très bien le placer dans l'histoire. Mais
on a quand même un taux de blaireau à bovin de retour qui semblerait peut-être jouer un rôle. Hop. Et donc, quand on regarde les transitions qu'on a comptées, donc la première chose qu'on aperçoit, c'est que pour la Dordogne haute-Vienne, on a beaucoup de transitions qui sont inconnues. On en a presque 90%, on n'a pas pu déterminer l'espace haute du nœud. Et c'est beaucoup moins vrai en fait pour la Côte d'Or. Et ensuite, parmi tous les types de transitions qu'on a pu observer, à chaque fois, c'est la persistance au sein d'une espèce qui était l'événement le plus fréquent, avec presque 90 et presque 99% en fait, des transitions connues. Et ensuite, la transition interespèce la plus fréquente, pour la Dordogne haute-Vienne, c'était la transition de sanglier à bovin, donc ce qui correspond bien en fait, à cette flèche ici en noir qu'on avait identifiée précédemment, et celle de bovin à blaireau en Côte d'Or. Pardon. Ça va être long. Qu'est-ce qu'il m'a fait? On revient. C'est bon? Voilà. Désolée. Donc, on a vu que nos deux zones d'études, en fait, on a choisi des souches qui provenaient d'un même groupe clonal et qui avaient été isolées dans les mêmes espèces hôtes. Et on a vu que cependant, on avait quand même des systèmes multi-hôtes qui différaient entre les deux zones. Mais donc, il y a quand même pas mal de différences aussi entre ces deux zones. La première, c'est que c'est déjà des lignées différentes, même si elles font partie du même groupe clonal. Et également, si on s'intéresse en fait aux données environnementales, les paysages sont très différents. Donc là, on voit les relevés parcellaires de nos deux zones d'études, donc en Dordogne haute-Vienne en haut et en Côte d'Or en bas. Et toutes les zones vert foncé en fait, représentent des zones de forêt. Donc on voit qu'on a un parcellaire qui est beaucoup plus morcelé en Dordogne haute-Vienne, avec beaucoup d'interfaces en fait, forêt-pâture, et donc possiblement beaucoup plus de contacts entre faune sauvage et faune domestique. Alors qu'en Côte d'Or, donc on a plutôt des grandes étendues de pâture et de temps en temps des patchs de forêt. D'autre part, l'histoire de la maladie, elle est assez différente chez les bovins, dans les deux zones, ce qui se traduit par une épidémie qui est à peu près contrôlée en Côte d'Or et pas vraiment en Dordogne haute-Vienne. Et enfin, on a des mesures de contrôle également pour la faune sauvage qui sont mises en place de façon un peu différente dans les deux zones, avec des piégeages qui sont beaucoup plus intensifs en Côte d'Or, par exemple, qu'en Dordogne haute-Vienne. Et donc, si on les piège, on les enlève de la population des animaux qui circulent. Non, on est raté un ou pas? Ah, là, concernant les limites de l'étude, donc la première, j'en ai déjà parlé dès l'introduction, en fait, c'était le biais d'échantillonnage. Donc, on sait qu'on a une surveillance qui est quasi exhaustive des bovins, mais qui est loin d'être exhaustive pour la faune sauvage. Et en plus, des prélèvements qui peuvent être détectés positifs par PCR dans la faune sauvage peuvent ne pas être, on peut ne pas pouvoir les séquencer du fait de la dégradation, parce que les carcasses restent à l'air libre, et donc les échantillons se dégradent. D'autre part, le modèle de population qu'on a choisi, c'est imposé à nous, c'est un modèle de population constante du fait de l'utilisation de mascottes. Mais on aurait pu, quand on voit les situations épidémiques, justement, on se rend compte que des modèles de type Skyline, par exemple, seraient sûrement mieux adaptés, vu qu'on voit qu'on a notre nombre de cas qui évolue chaque année. On a aussi pas mal d'incertitudes en ce qui concerne la Dordogne haute-Vienne, et en particulier le rôle du blaireau. Et c'est ce qu'on voit d'une part par les facteurs de Bayes, mais aussi par le fait qu'on a beaucoup d'autres inconnus qui ont été estimés, prédits. Pardon. Et enfin, donc on a vu qu'on avait d'autres espèces qui circulaient aussi, d'autres espèces qui étaient infectées également dans nos zones d'études. Et on ne sait pas très bien quel rôle ces espèces-là pourraient jouer, que ce soit le chevreuil, par exemple, les cervidés ou les renards. Donc pour conclure, en fait, notre étude a permis de montrer qu'il y avait une grande interconnexion entre les espèces et que pourtant, ces espèces, ces systèmes multi-hôtes ne sont pas forcément identiques suivant les régions. Notre étude semble aussi montrer que les sangliers joueraient un rôle intermédiaire en fait, entre les blaireaux et les bovins,
Et ça peut s'expliquer du fait qu'ils ont un domaine de vie en fait, qui est beaucoup plus étendu. Donc les blaireaux et les bovins ne bougent pas beaucoup. Hein. Les blaireaux, ils restent dans leur terrier et les bovins dans leur pâture. Et en fait, les sangliers pourraient faire le lien entre ces deux groupes-là. Et en ce qui concerne le rôle du blaireau, en ce qui concerne le rôle du blaireau, on a deux situations différentes dans les deux zones et donc ça reste à investiguer. Non, toujours pas. Voilà. Et je tiens à remercier donc tout particulièrement les gens du laboratoire national de référence qui ont fait ce travail sans qui on n'aurait pas eu les données. Donc Maria-Laura Boschiroli et Lorraine Michelet. Et au sein de l'équipe EPI, ou anciennement de l'équipe EPI, Aurélie Courcoul qui a initié ce travail et Gabriella qui a réalisé les premières analyses sur ce sujet. Et puis les gens de Sylvatube qui nous donnent toutes les données sur la faune sauvage. Voilà, merci beaucoup. Merci. Il me semble qu'au début, il a été dit qu'il y avait 3 échantillons qui étaient prélevés dans chacune des fermes. Mais ensuite, je n'ai pas vu d'informations sur les différences de séquences entre ces échantillons. Est-ce qu'on a une idée de leur proximité génétique? Est-ce que systématiquement, les séquences identiques, quasi identiques, ou il y a de la diversité même intra-ferme? Il y a très peu de diversité intra-ferme, ça peut exister, mais en général, c'est souvent les mêmes séquences en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est limité à 3, parce qu'on a préféré avoir une zone qui était un peu plus étendue que d'échantillonner tous les animaux. En plus, souvent dans les élevages, en fait, c'est des cas qui sont assez rares, parce que souvent au sein des élevages, on a 1 ou 2 animaux qui sont infectés. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était très fréquent non plus au sein de l'étude. Sur l'utilisation de mascottes, oui. Je ne connais pas trop. Du coup, tu dis que tu es en population constante, donc vous utilisez que les données de séquence. Il n'y a pas des données d'incidence en plus? Non. Je me demandais pourquoi mascotte, en fait, n'est pas. Vous avez un nombre de séquences qui n'est pas utilisé en test. Oui. Enfin, pourquoi pas les trucs plastiques, entre guillemets, de domaines, en gros, des modèles de multipatch. Les modèles de migration, en fait, on sait qu'ils sont assez sensibles au biais d'échantillonnage. Okay. Et c'est pour ça qu'on a préféré partir sur des modèles coalescents structurés. Et après, mascotte, parce que ça va beaucoup plus vite que beaucoup plus vite que les modèles exacts de coalescents structurés. Des modèles, je sais pas, même de maximum de vraisemblance, des trucs genre phyllotype. Là, tu n'as pas l'aspect phylodynamique, comme tu disais, en population constante. Ouais. Des modèles exacts, finalement. Enfin, je ne maîtrise pas les biais d'échantillonnage. Ouais. Nous, en fait, c'était vraiment la raison principale, le fait qu'on ait ce biais d'échantillonnage qui a fait qui nous a orientés vers cette méthode-là. Et c'est vrai qu'en fait, on ne s'est pas forcément beaucoup posé la question sur les modèles de maximum de vraisemblance à la base. Il y a ça, sinon, j'ai été vachement surpris dans les résultats, mais sur les états ancestraux, parce que souvent, les états ancestraux, c'est quand même un panachage de. Et là, sur la ODM, c'est surprenant à quel point la faune sauvage sort en fait dans les états ancestraux. Alors que quand on voit les niveaux les plus proches, ils ont quand même l'air d'être très bovins. Très bovins, ouais. Ouais, il y a beaucoup plus de bovins, ouais. En fait, il y avait une intuition sur comment ça se. Parce que c'est moins le cas, par exemple, en fait. Oui. Et vraiment, dans la ODM, c'est frappant à quel point l'origine de la cattle est complètement absente. Alors, je l'aurais fait à la main, j'aurais mis beaucoup plus de verre. Oui. C'est le biais de la population, les populations composées constantes, ça doit viser beaucoup les choses. Est-ce qu'avec un modèle distinct avec en DTA, exactement la même chose, voir si au niveau des transitions, des transitions, des choses similaires ou pas? Non, on n'a pas regardé en DTA, non. Et avec Mascotte, tu peux avoir du GM aussi intégré et pendant du temps, où là tu peux mettre pour les différentes populations, tu mets des notions de taille effective de population pour chacun. Ça peut influencer aussi cette notion de constance au cours du temps. Le GM peut prendre un peu en compte les populations varient un peu plus que
Après, c'est vrai que pour la faune sauvage, on ne sait pas forcément trop où se placer. Euh, Surtout en fait, avant 2009-2010, en fait, on ne sait rien sur ce qui se passait dans la faune sauvage. Donc, ouais. Et au niveau de l'horloge moléculaire, vous avez une postérieure très, très plate. Vous n'avez pas quelque chose de très. Vous n'avez pas calibré votre. Vous avez utilisé juste les données d'échantillonnage. Est-ce que vous avez fait un simple prototype pour voir un peu si vous avez un signal, un bon signal dans vos jeux de données? Ça me semble très, très plat en fait. La discussion postérieure et de votre. Non, alors, on n'avait pas, c'était pas tout aligné, mais on avait quand même quelque chose qui était pas mal orienté. Ouais. Oui. Et en fait, j'ai une diapo qui a sauté, je m'en suis rendu compte à la fin. C'est pour ça que j'ai eu un moment de bug. C'est voilà, où je compare justement les résultats qu'on avait nous avec ceux des autres études. Et on est à peu près sur les intervalles de crédibilité qu'on a. On est à peu près sur les mêmes amplitudes que pour les autres études. Quoi. Et qui sont à la même échelle. Enfin, c'est pas sur des décennies, mais c'était pareil. Oui, en général. Même, en fait, nous, on est plus dans les plus gros. Enfin, mis à part celle avec les autosols, là, en Nouvelle-Zélande, on est plutôt dans les grosses études. Les autres, on a même quoi, qui n'ont que 31 individus, donc c'est plutôt resserré. Oui, sur une idée positive, vous mettez en fait le sens de transmission. Oui. Entre bovin et blaireau. Et en fait, entre la Côte d'Or et Dordogne, ça a l'air de s'inverser. Et en fait, je ne comprends pas comment, je n'ai pas très bien compris comment vous arrivez à prédire que ça a un sens. En fait, là, j'ai juste retranscrit les valeurs des paramètres de taux de migration. J'ai juste repris ces différents taux de migration et après, la couleur dépend du facteur de Bayes. Parce que si on revient à la maladie, en fait, il y a donc là un réservoir faune sauvage, mais si on remonte un peu dans l'histoire, ça a été amené comment et est-ce qu'on peut avoir des. Par exemple, en Dordogne, finalement, la situation au niveau de l'élevage, ce n'est pas du tout le même type d'élevage qu'en Côte d'Or. En Côte d'Or, c'est le veau, etc. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir des idées de quand est-ce que ça a débordé dans la faune sauvage? Enfin, c'est quoi votre hypothèse? Ça a débordé de la faune sauvage ou c'est pas une maladie de la faune sauvage? Alors, mon opinion personnelle. Ouais. Historiquement, c'était une maladie qui était très présente chez les bovins dans les années 50, 60. Des bovins, ça serait passé dans la faune sauvage. Après, il y a eu des mesures très strictes qui ont été mises en place avec des abattages totaux de tous les élevages qui étaient infectés. Donc, c'est ça qui a permis justement la diminution de la prévalence. Pendant ce temps-là, ça a pu commencer à circuler dans la faune sauvage. Et maintenant, ça peut Par le risque, finalement, c'est qu'on se retrouve comme les Anglais. Oui, on a un petit peu de marge. Mais oui, effectivement, là, on voit qu'on a notre statut qui est très fortement en danger. Mais tout à fait, oui. Surtout qu'on a des densités de blaireaux qui sont un petit peu du même ordre de grandeur que ce qu'ils ont en Grande-Bretagne. Mais c'est restreint quand même à de l'élevage. Par exemple, le problème, c'est plutôt dans le sud-ouest. Oui, c'est ça, c'est beaucoup d'élevage en plein mer, tout à fait. Extensif. Oui. D'ailleurs, on voit que la Bretagne est totalement épargnée, alors qu'il y a quand même beaucoup d'élevage bovin dans cette région-là. Et alors justement, par rapport à la Grande-Bretagne, où il n'y a pas de sanglier, parce que là, tu vois, en Dordogne, tu dis qu'il y a un rôle très fort du sanglier vers le bovin, et en Grande-Bretagne, du coup, c'est le blaireau qui joue vraiment ce rôle-là? Alors, ils ont des sangliers aussi, et ils ont trouvé des sangliers infectés en Grande-Bretagne. Maintenant, je ne sais pas s'ils sont allés... je ne connais pas très bien leur méthode de surveillance de la tuberculose chez les sangliers en Grande-Bretagne. Il n'y a pas beaucoup de sangliers en Grande-Bretagne. Les animaux qu'on a trouvé positifs, c'est des animaux qui ont échappé des farmes de chasse. Du coup, une espèce qui était introduite. Effectivement, le rôle épidémique du sanglier parce qu'il y en a. Puis
protection du blaireau vient aussi du fait qu'ils ont été, c'est aussi lié à toute cette situation-là. Une question juste par rapport à la situation qu'on ferme, j'arrive pas à comprendre. J'imagine que tu considères que c'est sur la même ferme de tradition. Oui. Et après, comment tu sais si elle n'est pas 3 fois infectée? En fait, j'arrive pas à comprendre. J'ai les dates des foyers. Il y a les dates d'APDI, en fait, d'arrêté préfectoral de déclaration d'infection. Ouais. Et donc, je peux relier en fait chaque échantillon à un APDI. Ok, donc chaque fois, les 3 fois infectées à des temps différents. C'est-à-dire que je peux avoir 3 échantillons par APDI par ferme. Ah, d'accord. Okay. Et du coup, comment tu prends en compte, pas extrêmement les détails de mascotte, mais comment tu prends en compte le fait qu'il y a certaines femmes qui ont plusieurs échantillons? Alors, on l'a pas pris en compte on l'a pas pris en compte. Ouais. Okay. Donc, c'est pas pris en compte, c'est-à-dire que c'est considéré comme 3 fermes au lieu d'une. Oui. Okay. En fait, on n'a pas vraiment fait de distinction entre fermes, animaux pour les bovins au sein de la modélisation. Pourquoi vous avez gardé 3, du coup, pas un seul? Parce que même si c'est très très rare qu'il y ait des séquences différentes, Ouais. ça peut arriver quand même. Et vu que ça évolue très lentement, si on voulait recréer un lien en fait avec de la faune sauvage qui était alentour et qu'on avait pris par malchance pas la bonne, ouais. C'est pas pour ça. Une question sur la forte structuration spatiale au niveau Oui. génétique. Je ne connais pas les processus lors des ventes de bovins, mais il y a des échanges de bovins à l'échelle nationale. Oui. Et donc, ça veut dire qu'ils sont testés systématiquement contre cette maladie-là pour. Alors, les bovins de plus de 24 mois sont testés, et plus particulièrement quand ils viennent de zones à risque. Et ça fait partie justement des mesures au niveau national. Donc Ça. la détection ne marche pas bien. Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de flux entre les zones de production. Oui, alors je pense aussi, après, il doit y avoir peut-être aussi un effet réputation où peut-être que les gens n'ont pas forcément envie d'acheter de zones où ils savent que ça circule. Ça peut aussi, en plus des tests parce que les tests ont des performances qui ne sont pas exceptionnelles quand même, hein, les tests par intradermotuberculination. Mais c'est vrai que ça ne diffuse pas trop, donc on peut imaginer qu'il y a aussi un effet de réputation.